Vous l'avez entendu des milliers de fois, le SP500 rapporte du 10% par an. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais surtout en tant qu'investisseur, est-ce que vous pouvez espérer avoir cette performance? Et là, vous allez voir que la réalité, elle est un petit peu plus compliquée. Donc 10% de performance sur le SP500 pour les investisseurs, mythe ou réalité? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Le SP500, c'est l'indice le plus populaire au monde puisqu'il inclut les 500 plus grandes entreprises américaines. Il a été introduit en 1957 et depuis cette date, la performance annualisée a été de 9,81%. Ce qui est effectivement juste remarquable, mais il s'agit uniquement d'une moyenne. Ce qui signifie que chaque année, finalement, les rendements vont varier autour de cette moyenne de 10%. Et quand on regarde l'historique de performance depuis 1926, alors oui, on a recréé l'indice artificiellement pour pouvoir remonter avant 1957, et bien on se rend assez rapidement compte que les rendements de 10%, c'est en réalité quelque chose de relativement rare. Et donc la question qui va nous intéresser en tant qu'investisseur, c'est quelle durée d'investissement je vais devoir avoir sur le SP500 pour essayer de me rapprocher de cette moyenne le plus possible. Et je vous le dis tout de suite, je pense que vous allez être vraiment surpris des résultats. Donc pour essayer d'avoir un élément de réponse pertinent, on va pouvoir regarder ce qu'on appelle les rolling returns. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir que c'est extrêmement pratique. Alors on est en 2024. Si on décide de faire ce qu'on appelle un rolling return sur 10 ans, on va prendre la période 2014-2024 et on va regarder la performance annualisée qu'on aurait eue sur cette période. Ça va nous permettre d'obtenir un chiffre. Maintenant, imaginez qu'on décide de faire exactement la même chose sur la période 2013-2023. Ça va nous permettre d'obtenir un autre chiffre qui correspond au rendement annualisé sur cette période. Donc là, on a uniquement deux périodes qui correspondent à 2 points, mais imaginez qu'on décide de faire ça pour chaque période en remontant jusqu'à 1926. Ça va nous permettre de voir quoi? Peu importe l'année où vous auriez commencé à investir à partir de 1926, on a la possibilité de voir le rendement que vous auriez pu avoir sur 10 ans. Ça permet tout simplement d'identifier si historiquement, sur une période de 10 ans d'investissement, vous auriez été proche de la moyenne ou pas du tout. Alors là, je vous ai présenté ce qu'on appelle un rolling return sur 10 ans, et on aurait pu le faire sur 5 ans, on peut le faire sur 15 ans, sur 20 ans ou bien même sur 30 ans. Bref, regardons les rolling returns sur 10 ans pour savoir ce que ça aurait pu donner. Donc vous voyez la moyenne de 10% qui est affichée sur le graphe, et il ne faut pas être un génie de l'observation pour voir que 10%, c'est en réalité quelque chose d'assez rare sur une période d'investissement de 10 ans. En général, on se retrouve finalement soit bien au-dessus, soit bien en dessous de cette moyenne. Donc la pire période de 10 ans, c'est le point sur 1939, qui correspond finalement à la période 1929-1939. Forcément, vous commencez à investir au moment du crash de 29, et donc vous auriez eu les pires performances sur 10 ans, avec une performance annualisée négative de 5% en moyenne. La seconde pire période de l'histoire, c'est la période 99 à 2009. Forcément, vous vous tapez deux grosses crises majeures, donc fallait pas s'attendre à avoir des résultats extraordinaires sur cette période. Mais à l'opposé de ça, on se rend compte qu'on a eu plusieurs périodes de performance supérieures à 15% dans l'histoire. Bon, sur 10 ans, soyons clairs, dans la majorité des cas, vous ne perdez pas d'argent, même si c'est déjà arrivé, mais par contre, vous avez une variation autour de la moyenne qui est extrêmement importante. C'est compliqué de savoir si vous commencez à investir aujourd'hui en 2024, si dans 10 ans, vous aurez eu une performance de 15%, de 10%, de 5% ou une performance nulle. Donc pour le moment, on est bien loin de la moyenne, donc ce qu'il va falloir faire, c'est doubler la période d'investissement. On va regarder cette fois-ci les rolling returns sur 20 ans. La méthodologie est la même. Si vous partez de l'année 2024, vous regardez la période 2004-2024, ça va vous sortir un rendement annualisé, et vous faites la même chose jusqu'à revenir au début des années 30. Et cette fois-ci, on obtient quelque chose d'un petit peu différent. Mais le constat reste quand même sensiblement le même. On constate que sur une durée d'investissement de 20 ans, on a quand même des rendements qui oscillent grosso modo entre 2% pour la pire période et 18% pour la meilleure des périodes. Comprenez bien que chaque point qui apparaît sur ce graphique correspond à un point où vous avez investi pendant 20 ans. Et on constate qu'il y a effectivement des périodes de 20 ans où vous avez des performances autour de 6%, comme il y a des périodes de 20 ans sur lesquelles vous aurez eu des performances autour des 15%. On est encore une fois quand même très loin de cette moyenne de 10%. Donc comprenez bien que, historiquement parlant, si vous aviez investi pendant 20 ans, vous n'auriez pas nécessairement obtenu une performance moyenne de 10%. Donc là, vous commencez peut-être à vous dire, bon bah finalement c'est un peu aléatoire, ces 10%, finalement on les verra jamais. Je vous propose de voir une dernière durée qui peut-être, cette fois-ci, va faire la différence. Bon, cette fois-ci, on va regarder les rolling returns sur 30 ans. Et cette fois-ci, pour la première fois, on est en mesure d'identifier sur notre graphe cette moyenne de 10%. On voit effectivement que même si on n'est jamais nécessairement à 10%, les rendements obtenus continuent d'osciller autour des 10%, mais on remarque que c'est quand même beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait avoir sur 20 ans ou même sur 10 ans. Et pour preuve, la pire période de l'histoire sur 30 ans, vous obtenez une performance annualisée de 7,8%. On se rapproche cette fois-ci quand même des 10%. Pour ce qui est de la meilleure période de l'histoire, cette fois-ci la meilleure performance obtenue est de 14,5%.
14,8%. Pire période de l'histoire, vous vous en doutez, c'est quand vous commencez à investir en 1929 jusqu'en 1959. La meilleure, c'est entre 1939 et 1969. J'espère que vous comprenez que ce qu'on est en train de remarquer là, c'est quand même quelque chose de fort. Pour espérer se rapprocher de la moyenne des 10%, en moyenne, il faut rester investi 30 ans. Bon, je sais que la plupart d'entre nous, et je m'inclus dedans, on fait ce qu'on appelle de la DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire qu'on verse des montants récurrents tous les mois, etc. Si vous investissez sur du très long terme, par exemple sur 35 ans, les sommes que vous allez investir aujourd'hui pour dans 35 ans ont, historiquement en tout cas, de grandes chances de se rapprocher de cette moyenne des 10%. Parce que les sommes que vous allez placer aujourd'hui, elles vont potentiellement pouvoir travailler pendant 35 ans. Au fur et à mesure de votre parcours d'investisseur, quand vous allez continuer d'investir des sommes, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des rendements possibles sur les sommes investies, qui vont plutôt ressembler à ce qu'on a vu notamment sur les rolling returns de 10 ans et sur les rolling returns de 20 ans. Donc si aujourd'hui vous investissez pour dans 35 ans, les sommes que vous allez potentiellement investir dans 15 ans, quand il vous restera 20 ans d'horizon temporel sur ces sommes-là, potentiellement vous avez la possibilité de varier quand même de manière importante autour de la moyenne du S&P 500. Alors l'avantage, si vous commencez à investir aujourd'hui et que vous faites ça pendant 30 ou 35 ans, les sommes qui auront eu le plus d'impact sur la performance de votre portefeuille, c'est les sommes que vous aurez investies au départ et les sommes que vous aurez investies les premières années. Pourquoi? Parce qu'elles auront le temps de travailler, elles auront le temps de faire marcher la notion d'intérêt composé, et donc c'est celles qui vont le plus vous impacter. Donc quand on vous dit qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible, il y a des raisons derrière. Et vous pouvez voir qu'en réalité, les 10% du S&P 500, c'est loin d'être quelque chose d'acquis. Surtout que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait dans la vidéo s'appuie sur une performance historique, ça s'appuie sur le passé, et on sait que le futur reste incertain. Même si on a 100 ans de données qui nous permettent de comprendre un petit peu le S&P 500, c'est absolument pas suffisant pour affirmer le fait que par exemple le S&P 500 aura la même performance sur les 100 prochaines années. La seule chose dont vous pouvez être à peu près sûr, c'est que si vous voulez espérer capter la performance du S&P 500, il faut être prêt à rester investi dessus pendant potentiellement plusieurs décennies. Si vous investissez sur 5, 10, 15, 20 ans sur le S&P 500, attendez-vous à avoir des résultats qui varient potentiellement fortement par rapport à la moyenne. La bourse, c'est un jeu très long terme. Si vous êtes prêt à avoir une vision long terme, ça fonctionnera bien pour vous. Bref, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et n'hésitez pas à vous abonner. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo.